Lors de la soirée la plus huppée de Paris, personne ne s'attendait à ce que la gouvernante enceinte devienne le centre de l'attention. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et ce qui avait commencé comme une autre nuit de champagne et de conversations étouffantes entre les élites, s'est terminé par une humiliation publique qui allait changer des vies pour toujours. Parce que parfois, les personnes que nous jugeons invisibles sont les seules à détenir la vérité que tout le monde a besoin d'entendre. Le salon était resplendissant. Des lustres en cristal pendaient du haut plafond, comme des constellations capturées, chaque goutte de verre reflétant la lumière dorée sur les invités qui circulaient, coupe de champagne à la main. Le sol en marbre italien brillait comme un miroir, poli à la perfection. Sur les murs, des œuvres d'art valant des millions observaient silencieusement l'élite réunie. C'était le genre de fête qui figurait dans les chroniques mondaines, où les hommes d'affaires concluaient des accords entre deux canapés, où les politiciens serraient des mains stratégiques, où chaque conversation avait un prix invisible, mais bien réel. Et au centre de tout cela, tel un soleil autour duquel tous gravitaient, il y avait lui, Pierre Beaumont, milliardaire, entrepreneur de l'année. Un homme dont la simple présence à un événement garantissait sa pertinence. À 42 ans, Pierre avait bâti un empire technologique qui rivalisait avec les géants mondiaux. Son visage ornait les couvertures des magazines. Son opinion faisait bouger les marchés. Son sourire ouvrait des portes que les simples mortels trouvaient scellées. Ce soir-là, il était radieux. Costume italien sur mesure, cheveux grisonnants aux tempes qui ne faisaient qu'ajouter de la distinction à son visage anguleux. Il riait fort, entouré d'un cercle d'admirateurs. Des hommes d'affaires recherchaient son attention. Des femmes élégantes lui lançaient des regards calculés. Il était le pouvoir incarné. Et puis, circulant parmi ces géants avec un plateau d'amuse-gueule, il y avait elle. Isabelle Marchand avait 28 ans, mais ce soir-là, elle semblait porter le poids de nombreuses existences. Son uniforme noir et blanc était impeccable, repassé avec une rigueur militaire. Ses cheveux châtains foncés étaient attachés en un chignon discret. Pas de bijoux, pas de maquillage au-delà de l'essentiel. Elle avait appris à devenir invisible, à n'être que des mains qui servaient, des yeux qui évitaient tout contact, une présence qui s'effaçait après chaque service. Mais il y avait quelque chose qui rendait impossible de ne pas la remarquer. Son ventre arrondi, indéniablement enceinte. 5 mois, peut-être 6. Le ventre pressait légèrement contre le tissu de l'uniforme, une déclaration silencieuse au milieu du luxe stérile de cet environnement. Isabelle se déplaçait avec une grâce étudiée, offrant des canapés de saumon fumé et des mini-tartes aux artichauts. Elle souriait poliment quand c'était nécessaire, murmurait « excusez-moi » en passant entre les groupes. Mais ses yeux racontaient une autre histoire. Il y avait une tristesse là, profonde comme l'océan, et quelque chose de plus. Une détermination de fer, cachée sous des couches d'humilité forcée. « Plus de champagne ici, ma chère », ordonna une femme en robe rouge, sans même regarder Isabelle. Elle tendit simplement sa coupe vide, comme si Isabelle était un automate programmé pour servir. « Immédiatement, madame. » Isabelle prit la coupe, ses doigts tremblant imperceptiblement. Elle connaissait ce salon. Elle connaissait chaque recoin, chaque œuvre d'art, chaque fenêtre donnant sur le jardin illuminé à l'extérieur. Elle était déjà venue ici, pas comme gouvernante temporaire engagée pour l'événement, pas en portant des plateaux. Mais personne ici ne le savait. Personne sauf elle, et lui. Isabelle se dirigea vers la cuisine où une douzaine d'employés travaillaient à un rythme effréné. Elle prit une nouvelle bouteille de champagne, le verre glacé dans ses mains. Elle inspira profondément, retourna au salon. Et c'est là que ça s'est passé. Elle passait près d'un groupe réuni autour de la cheminée monumentale lorsqu'elle entendit une voix qu'elle connaissait bien trop. Grave, assurée, habituée à commander. « La question n'est pas de savoir si nous allons nous étendre en Europe, » disait Pierre, gesticulant avec la main qui tenait un verre de whisky. « C'est quand ? Et avec qui ? J'ai besoin de partenaires qui comprennent la vision à long terme, pas d'opportunistes cherchant un profit rapide. » Les hommes autour de lui acquiesçaient, buvant chacune de ses paroles comme des disciples devant un prophète. Isabelle s'approcha, tenant le plateau. Elle devait passer. C'était son travail. Aussi simple que ça. « Excusez-moi » murmura-t-elle, essayant de se faufiler dans l'espace étroit entre le groupe et le mur. Pierre se retourna, distrait, parlant toujours. Et puis il la vit. Le monde sembla ralentir. Ses yeux rencontrèrent les siens. Pendant une seconde, juste une seconde, Isabelle vit quelque chose traverser son visage. De la reconnaissance, de la surprise, peut-être même de la peur. Mais alors, comme une porte claquant violemment, son expression se durcit. « Toi » Le mot sortit comme une accusation. Le groupe se tut. Toutes les conversations dans un rayon de 3 mètres s'éteignirent. Les têtes se tournèrent. Isabelle sentit son estomac se nouer. « Je travaille pour l'événement, monsieur. Excusez-moi. » Elle tenta de continuer son chemin. « Attendez » Sa voix était de glace. « Tout le monde ici, regardez bien.
Voyez ce qui arrive quand certaines personnes ne comprennent pas leur place. Isabelle se figea. Elle sentit des dizaines d'yeux sur elle. Le salon entier semblait prêter attention maintenant. « Pierre, que se passe-t-il » demanda une femme blonde, une curiosité affamée brillant dans ses yeux. Il fit un pas vers Isabelle. Elle pouvait sentir son parfum cher, la même fragrance qu'elle reconnaissait autrefois sur l'oreiller. Il y a 6 mois, quand tout était différent. Il se trouve, dit-il, assez fort pour que la moitié du salon l'entende, que certaines personnes ne savent pas distinguer entre une nuit occasionnelle et une invitation à faire partie d'une vie. Des rires nerveux résonnèrent autour. Isabelle sentit son visage s'enflammer. Certaines personnes, continua-t-il, savourant chaque mot comme un vin cher, confondent la gentillesse avec l'engagement, confondent une nuit avec un avenir. « Pierre !» murmura Isabelle, sa voix presque inaudible. « S'il vous plaît, quoi ?» Il croisa les bras. « Tu te présentes ici, chez moi, enceinte, pensant quoi? Que je vais avoir une sorte de responsabilité? Que je vais reconnaître quelque chose qui n'a clairement rien à voir avec moi ?» Le choc ricochette dans le salon comme une onde de choc. Les gens chuchotaient. Des smartphones apparurent discrètement, certains enregistrant déjà. « Tu sais que si, » dit Isabelle, trouvant une étincelle de courage au plus profond d'elle-même. Sa main alla instinctivement à son ventre. « Tu le sais très bien. »« Je ne sais rien. » Il se tourna vers les invités, comme un acteur commandant sa scène. « Mesdames et messieurs, voyez l'imagination de certaines personnes. J'ai une nuit de faiblesse, une erreur de jugement il y a des mois, et soudain je suis responsable d'eux. Ça, » il gesticula vaguement dans sa direction, comme si Isabelle était un objet désagréable. Des larmes commencèrent à se former dans les yeux d'Isabelle, mais elle refusa de les laisser tomber. Pas devant lui, pas devant cette audience avide de drame. « Tu as couché avec moi, » dit-elle, la voix tremblante mais ferme. 3 mois. Chaque semaine, tu venais à mon appartement. Tu disais que j'étais différente, que tu me respectais, que... Ça suffit ! Le mot tonna. Pierre s'avança, s'arrêtant à quelques centimètres d'elle. Tu étais un divertissement, un passe-temps, rien de plus. Et si tu es enceinte, je te suggère de chercher le vrai père, parce que ce n'est pas moi. Le silence qui suivit fut assourdissant. Isabelle sentit le sol disparaître sous ses pieds. Autour, elle voyait des visages. Certains choqués, certains amusés, beaucoup jugeants. Elle était la blague de la soirée. La croqueuse de diamants qui avait échoué. La femme pathétique qui s'était fait des illusions. « Sécurité !» appela Pierre, faisant signe à 2 hommes en uniforme près de la porte. « S'il vous plaît, raccompagnez cette personne dehors. Et assurez-vous qu'elle ne revienne pas. »« Non !» dit Isabelle, reculant. « J'y vais seule. Je n'ai pas besoin d'escorte. Je n'ai besoin de rien de votre part. »« De toute évidence, si, » rétorqua-t-il, lui tournant le dos, la congédiant comme si elle n'existait déjà plus. « Vous avez besoin de dignité, mais je ne peux pas vous la donner. Seul vous pouvez l'obtenir. Cherchez ailleurs. » Rires, encore des rires. Pas des éclats de rire francs, mais ces petits rires sophistiqués de l'élite, cachés derrière des coupes de cristal et des commérages savoureux. Isabelle posa le plateau sur la table la plus proche. Ses mains tremblaient tellement que les verres tintèrent les uns contre les autres. Elle jeta un dernier regard à Pierre, à son dos large dans son costume impeccable, à la posture de quelqu'un qui l'avait complètement oublié. Et puis, quelque chose changea sur son visage. Les larmes séchèrent, le tremblement cessa, sa mâchoire se raffermit. « Vous allez le regretter, » dit-elle, d'une voix basse mais claire comme le son d'une cloche d'église. Il ne se retourna même pas. « J'en doute. » Isabelle traversa le salon. Chaque pas était une éternité. Chaque regard qu'elle sentait sur elle était une lame. Les gens s'écartaient comme si elle portait une maladie contagieuse. La mer de soie et de diamants s'ouvrait, la laissant passer dans un couloir de honte. Mais elle garda la tête haute. Elle ne courut pas. Elle ne pleura pas. Elle marcha simplement, une main protectrice sur son ventre, jusqu'à atteindre la porte monumentale. Dehors, la nuit était froide. L'air glacial lui brûla les poumons. Isabelle s'arrêta en haut du grand escalier de marbre qui descendait vers le jardin. Derrière elle, elle entendait le brouhaha de la fête qui reprenait. Rire, musique. La vie de l'élite continuait, ayant déjà digéré et écarté son moment de drame. Elle baissa les yeux vers ses mains. Des mains qui avaient servi du champagne à des gens qui la méprisaient. Des mains qui avaient caressé le visage d'un homme qui niait maintenant son existence. Des mains qui tremblaient maintenant non pas de peur, mais de quelque chose de différent. De la colère, pure, cristalline, justifiée. « Il saura la vérité », murmura-t-elle à la nuit, aux étoiles indifférentes au-dessus, aux bébés qui bougèrent légèrement dans son ventre. « Il pense qu'il peut m'effacer. Il pense qu'il peut nier. Mais j'ai quelque chose qu'il n'imagine pas. J'ai la vérité. Et la vérité trouve toujours son chemin. » Une larme s'échappa finalement, roulant sur sa joue. Mais ce n'était pas une larme de défaite. C'était du carburant. C'était une promesse.
Isabelle descendit les escaliers, s'éloignant du manoir illuminé, s'éloignant de l'homme qui l'avait rejetée, s'éloignant de la vie qu'elle aurait pu avoir. Mais tandis qu'elle marchait, une certitude grandissait dans sa poitrine comme un feu. Ce n'était pas fini, loin de là. Parce qu'elle savait quelque chose que personne dans ce salon ne savait. Quelque chose qui changerait tout. Et quand le bon moment viendrait, quand elle reviendrait non pas comme une employée humiliée, mais comme une femme armée d'une vérité irréfutable, Pierre Beaumont découvrirait que certaines personnes ne disparaissent pas simplement parce que vous le souhaitez. Certaines personnes reviennent. Et quand elles reviennent, elles apportent des tempêtes. La question n'était pas de savoir si elles reviendraient, c'était quand. Et avec quelle preuve dévastatrice elle reviendrait pour bouleverser son monde. Mais quelle était cette vérité qu'elle cachait? Et comment pourrait-elle tout changer? La ville qui l'accueillit était petite, oubliée par le temps. Des maisons simples aux façades délavées, des rues en terre battue, une place centrale avec une fontaine qui ne fonctionnait plus depuis des décennies. Il n'y avait pas de luxe là-bas, pas de glamour. Mais il y avait quelque chose qu'Isabelle ne s'attendait pas à trouver. L'humanité. Le premier mois fut brutal. Elle loua une petite chambre à l'arrière de la maison de Madame Martha, une dame d'une 60aine d'années aux mains calleuses et aux yeux doux. La pièce avait un lit simple, une armoire grinçante et une petite fenêtre donnant sur la cour où les poules picoraient librement. Le contraste était violent. Quelques mois auparavant, Isabelle marchait dans les couloirs de marbre du manoir Beaumont, où chaque objet coûtait plus que ce qu'elle gagnerait en un an. Maintenant, elle partageait une salle de bain avec 2 autres locataires et prenait sa douche avec de l'eau chauffée par un chauffe-eau électrique qui faisait sauter le disjoncteur chaque semaine. Mais c'était sûr. Et la sécurité, découvrit-elle, valait plus que le marbre. Les premières semaines furent d'une solitude absolue. Isabelle passait ses journées allongées, sentant les nausées matinales se transformer en nausées permanentes. Son ventre commençait à grossir, annonçant au monde ce qu'elle essayait encore de digérer. Elle allait être mère. Et pas d'un bébé, de 2. La découverte des jumeaux eut lieu dans une clinique publique à 40 minutes de bus. L'échographiste, une femme fatiguée en blouse tachée, interrompit l'examen et regarda Isabelle avec une surprise sincère. « Ce sont 2, dit-elle en montrant l'écran granuleux. 2 bébés, des jumeaux. Anna sentit le monde tourner. 2. Comment élèverait-elle 2 bébés seuls? Comment nourrirait-elle 2 bouches quand elle avait à peine de quoi se nourrir elle-même? Mais alors elle vit, sur l'écran flou, 2 petits points palpitants. 2 cœurs battant en parfaite synchronie. Et quelque chose en elle se brisa et se reconstruisit en même temps. Ils étaient à elle, complètement à elle. Pierre pouvait nier, sa famille pouvait l'humilier. Mais ces 2 êtres minuscules étaient réels, étaient vivants et dépendaient d'elle. Ce fut Madame Martha qui remarqua la première l'état d'Anna. Un matin, en apportant le café, elle trouva la jeune femme tremblante de fièvre, délirant dans le lit étroit. Sans poser de questions, sans juger, elle appela le docteur Pierre, un médecin à la retraite qui soignait la communauté pour des prix symboliques. Infection urinaire, diagnostiqua-t-il après un examen rapide. Courant chez les femmes enceintes. Elle a besoin d'antibiotiques et de repos. Anna pleura. Elle n'avait pas d'argent pour les médicaments. Elle en avait à peine pour le loyer du mois suivant. Madame Martha lui serra la main. Dieu pourvoira, ma petite. Tu verras. Et il pourvut. De manière qu'Anna n'aurait jamais imaginé. Le voisin d'à côté, monsieur Joachim, apparut avec un sac de fruits de sa ferme. Pour la femme enceinte, dit-il simplement, sans attendre de remerciements, la propriétaire de l'épicerie envoya des paniers de provisions. Tu paieras quand tu pourras. Ou pas, un enfant a besoin de manger. La couturière de la rue d'en haut apporta des vêtements de bébé qui restaient d'autres clients. Des jumeaux, n'est-ce pas? Il faudra beaucoup de tissu. Au début, Isabelle ne comprenait pas. Pourquoi ces gens, qui la connaissaient à peine, l'aidaient-ils? Elle n'était rien pour eux. Elle n'avait pas d'argent pour les remercier. Elle n'avait pas de statue à offrir. Ce fut Madame Martha qui expliqua. Un après-midi pluvieux, alors qu'elles épluchèrent des pommes de terre ensemble dans la cuisine. Ici, on prend soin des nôtres, Anna. Non pas parce que tu peux payer, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Tu es seule, enceinte, tu as besoin d'aide, alors on aide. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Anna découvrit un type de richesse différent dans cette communauté oubliée. Elle n'était pas faite d'argent ou de bijoux. Elle était faite de mains tendues, de soupes chaudes laissées à la porte, de longues conversations dans la cour pendant que le soleil se couchait. Elle était faite de Mariana, la sage-femme de la ville, qui s'offrit pour suivre toute la grossesse gratuitement. « J'ai mis au monde plus de 200 enfants, dit-elle avec fierté. 2 de plus ne feront pas de différence. » Mariana avait presque 70 ans, des mains fermes et une sagesse qu'aucun médecin d'hôpital privé ne possédait. Elle enseigna à Isabelle les changements du corps, les douleurs à venir, comment respirer pendant les contractions. « Ton corps est fait pour ça, disait-elle en massant le dos endolori d'Anna. Tu es plus forte que tu ne l'imagines. Anna voulait y croire. Mais certains jours, la force lui manquait.
Il y avait des nuits où elle se réveillait en sueur froide, se souvenant des rires à la fête. Des caméras, de la voix de Gabriel la traitant d'opportuniste, du regard vide de Pierre pendant que la sécurité la poussait dehors. Il y avait des jours où elle regardait son ventre grossissant dans le miroir cassé de la salle de bain et se demandait si elle avait fait le bon choix, si elle aurait dû avorter, si elle aurait dû abandonner. Mais alors, les bébés bougeaient, de petits coups de poing et de pied contre ses côtes, comme pour dire « Nous sommes là, tiens bon pour nous ». Et elle tenait bon. Le 7e mois apporta de nouveaux défis. Isabelle développa une prééclampsie légère. Sa tension montait dangereusement. Le docteur Pierre lui rendait visite 3 fois par semaine, surveillant, médiquant, calmant. « Tu vas y arriver », disait-il toujours. Juste encore un peu. Madame Martha s'était pratiquement installée dans la petite chambre d'Anna, dormant sur une chaise à côté du lit, se réveillant à chaque gémissement pour vérifier que tout allait bien. « Vous avez de la famille » demanda Isabelle lors d'une de ses nuits d'insomnie. « J'en ai eu », répondit doucement Madame Martha. « Une fille. Elle est morte en couche il y a 20 ans. Elle avait votre âge. » Le silence pesa entre elles. « Je n'ai pas pu la sauver », continua la vieille femme, la voix étranglée. « Mais je peux vous sauver, vous. Et ces bébés. » Isabelle pleura, pour elle, pour Madame Martha, pour la fille qu'elle n'avait jamais connue, pour toute la douleur et l'amour qui existaient simultanément dans le monde. Ce fut à l'aube d'un matin d'octobre que les contractions commencèrent. Isabelle réveilla à 5 heures du matin avec une douleur sourde dans le dos qui se transforma rapidement en vagues intenses traversant son corps. Madame Martha appela Mariana. Mariana appela le docteur Pierre. En quelques minutes, la petite chambre se transforma en une salle d'accouchement improvisée. « Respire, ma petite », commandait Mariana lui tenant la main. « Respire et pousse. Ton corps sait ce qu'il doit faire. » Mais le corps d'Anna semblait avoir tout oublié. La douleur était insupportable. Chaque contraction la brisait en deux. Elle criait, transpirait, agrippait les draps avec assez de force pour les déchirer. « Je n'y arrive pas !» sanglotait-elle entre les contractions. « Je n'y arrive pas. » Bien sûr que si. Madame Martha essuyait son visage avec un linge humide. « Tu as déjà traversé tant de choses. Tu peux supporter ça. 8 heures. 8 heures de douleur indescriptible. De force qu'Anna ne savait pas posséder. De son corps s'ouvrant pour laisser passer 2 nouvelles vies. Et puis, à 13h17 de l'après-midi, le premier cri déchira l'air. « C'est un garçon !» annonça Mariana, soulevant un minuscule bébé couvert de vernix et de sang. Un beau garçon. Anna n'eut même pas le temps de réaliser avant que la 2e vague de contraction ne la frappe. 15 minutes de plus d'efforts purs, de cris qui venaient du fond de son âme. Et finalement, à 13h32, le 2e cri rejoignit le premier. « Une fille !» Mariana riait et pleurait en même temps. « Vous avez un couple, Isabelle, un beau couple !» Le docteur Pierre travailla rapidement, coupant les cordons, vérifiant les signes vitaux, s'assurant que tout allait bien. Et c'était le cas. Contre toute attente, 3 vies avaient survécu à cet accouchement. Mariana nettoya les bébés avec de l'eau tiède et les enveloppa dans des serviettes douces avant de les placer, un dans chaque bras, sur la poitrine d'Anna. Et à ce moment-là, le monde entier disparut. Anna regarda les 2 minuscules visages, les yeux fermés, les bouches cherchant instinctivement son sein. Le garçon avait le nez de Thomas. La fille avait ses yeux. Mais tous deux étaient entièrement à elle. « Mes enfants », murmura-t-elle, les larmes coulant. « Mes bébés ». Il n'y avait pas de manoir là-bas. Pas de marbre, pas de champagne, pas de photographe. Il n'y avait qu'une simple petite chambre à l'arrière d'une humble maison, avec des murs écaillés et un vieux ventilateur grinçant au plafond. Mais à ce moment-là, Isabelle sentit plus riche que Pierre Beaumont ne le serait jamais. Parce qu'elle avait créé la vie, 2 vies. De rien, son corps avait construit 2 êtres humains complets. Et maintenant, il dépendait d'elle. Complètement, absolument d'elle. Madame Martha embrassa son front. « Tu as été si courageuse, ma petite. Si courageuse. » Mariana ajustait les bébés pour qu'ils puissent téter. Ils sont parfaits, sains et parfaits. Le docteur Pierre vérifia les signes vitaux une dernière fois. Une guerrière. Tu es une guerrière, Anna. Et pour la première fois depuis des mois, Isabelle sourit. Un sourire réel, authentique, qui venait d'un endroit profond qu'elle pensait avoir perdu. Elle avait survécu. Plus que cela, elle avait triomphé. Dans les jours qui suivirent, tandis qu'elle se remettait et apprenait à allaiter 2 bébés affamés, Isabelle commença à réfléchir, à planifier. La stratégie se formait lentement dans son esprit, cristalline et inévitable. Lucas avait le pouvoir. Il avait de l'argent. Il avait des avocats coûteux et un nom de famille qui ouvrait des portes. Mais Isabelle avait quelque chose qu'il ne pourrait jamais acheter ou nier. Elle avait la preuve vivante,
respirante, pleurante, existante dans ses bras. 2 bébés avec l'ADN indéniable de Pierre Beaumont. Un garçon avec son nez aristocratique, ses sourcils marqués, même cette petite tache de naissance sur l'épaule que Pierre montrait fièrement sur les photos d'été. Une fille avec ses yeux, la forme de ses mains, cette fossette au menton que toute la famille Mendes portait depuis des générations. La preuve était irréfutable. Elle était là, vivante, grandissant chaque jour. Anna serra ses enfants plus fort, sentant leur poids délicieux contre sa poitrine. Ils dormaient paisiblement, inconscients du monde complexe qui les attendait. « Vous êtes ma force », murmura-t-elle dans le silence de la petite chambre. « Et nous reviendrons. Non pas pour supplier, non pas pour demander des miettes, mais pour exiger ce qui nous revient de droit. » Dehors, le soleil se couchait sur la petite ville oubliée. Mais à l'intérieur de cette simple chambre, quelque chose de nouveau naissait avec les jumeaux. Une mère naissait. Une battante. Une femme qui avait tout perdu et, en perdant, avait découvert une force qu'elle n'avait jamais su posséder. La preuve était dans ses bras, chaude et vivante et indéniable. Mais serait-ce suffisant contre un empire de mensonges? Contre des avocats implacables? Contre une famille prête à détruire quiconque menaçait sa réputation? Anna ne savait pas. Pas encore. Mais une chose était sûre, elle ne reviendrait pas vaincue. Elle ne reviendrait pas en suppliant. Elle reviendrait en tant que mère, en tant que guerrière, en tant que seule personne au monde qui pouvait donner à Pierre Beaumont ce que tout son argent n'avait pas réussi à acheter. De vrais héritiers, son propre sang. Et quand elle reviendrait, le monde entier connaîtrait la vérité. La question qui la tenait éveillée les nuits silencieuses, tandis qu'elle berçait 2 bébés affamés, n'était pas de savoir si elle reviendrait. C'était comment. Comment prouver l'improbable? Comment faire en sorte qu'un milliardaire reconnaisse des enfants dont il niait l'existence? Comment transformer l'humiliation publique en justice reconnue? Les réponses viendraient. Elles devaient venir, car Isabel Maria Santos n'était plus seulement une employée jetable. Elle n'était plus la jeune fille naïve qui avait cru aux promesses d'un homme puissant. Elle était mère maintenant. Et les mères, elle l'apprenait, étaient capables de tout pour protéger leurs enfants. Même affronter un milliardaire. Même exiger l'impossible. Même changer le destin. Les mois passèrent comme les pages d'un livre qu'elle écrivait seule. Les jumelles grandissaient, des sourires, des premiers mots, des pas chancelants qui remplissaient le minuscule appartement de vie. Et à chaque étape, à chaque photo qu'elle ne postait jamais, une question martelait plus fort. Combien de temps laisserait-elle cet homme vivre sa vie comme si rien ne s'était passé? Elle n'était plus la jeune fille naïve de la fête. La maternité avait aiguisé quelque chose en elle. Une clarté froide. Une détermination qui ne demandait pas la permission. Mais la colère ne suffisait pas. L'indignation ne suffisait pas. Le monde ne croirait pas sa parole. Il avait des avocats. Elle avait des factures en retard. Alors elle avait besoin de quelque chose qu'aucun avocat ne pourrait réfuter. Une preuve. Un mardi soir, après avoir couché les filles, elle ouvrit l'ordinateur portable emprunté et commença à chercher. Les mots « test de paternité » apparurent dans la barre de recherche. Entrée. Internet s'ouvrit comme une bibliothèque infinie. Elle lut tout. Des articles scientifiques expliquant l'ADN. Des forums de mères dans des situations similaires. Des sites de laboratoire promettant des résultats confidentiels et précis. Chaque clic l'éduquait. Chaque paragraphe l'armait. L'ADN était des mathématiques pures, une science objective. On ne pouvait pas acheter un résultat différent. On ne pouvait pas soudoyer des chromosomes. On ne pouvait pas engager des relations publiques pour changer des nucléotides. 99,9% de précision. C'était ça. C'était l'arme dont elle avait besoin. Mais il y avait un problème. Les tests exigèrent des échantillons des 2 parents. Elle avait l'ADN des jumelles. Elle avait le sien. Mais elle avait besoin du sien. De l'homme qui l'avait jeté comme une serviette usagée. Comment obtenir l'ADN d'un milliardaire qui vivait derrière des gardes de sécurité et des portails électroniques? Elle pourrait demander, mais il refuserait. Elle pourrait l'accuser publiquement. Mais ce ne serait qu'elle contre sa machine à images. Non. Elle devait collecter sans qu'il le sache. La recherche continua. Cheveux avec racines, salive, sang, ongles, n'importe quelle cellule ferait l'affaire. Le corps humain laissait des traces partout où il passait. Et les milliardaires, aussi protégés soient-ils, restaient des humains. Elle avait besoin d'accès. Et l'accès était quelque chose qu'elle n'avait plus. Où l'avait-elle? L'idée lui vint une nuit d'insomnie, quand l'une des jumelles se réveilla en pleurant. Tandis qu'elle berçait sa fille, regardant par la fenêtre la ville illuminée en contrebas, elle se souvint. Les fêtes.
Ces maudites fêtes qui avaient lieu toute l'année. Événements caritatifs, dîners de gala, ventes aux enchères pour des causes nobles, où les riches affichaient leur générosité en buvant du champagne à 1000 ré le verre. Des événements où ils avaient toujours besoin de personnel temporaire, serveurs, hôtesses, personnel de soutien. Elle pourrait y retourner, pas en tant qu'invitée, en tant qu'employée invisible, comme elle l'avait toujours été. Le plan commença à prendre forme, détaillé, méticuleux. Elle traqua son agenda social à travers les chroniques de journaux et les réseaux sociaux. Elle identifia un événement caritatif dans 3 semaines, grand, public, le genre d'occasion où il apparaissait toujours pour polir son image. Elle appela l'entreprise événementielle qui coordonnait le personnel. Elle dit qu'elle avait de l'expérience, qu'elle était disponible, qu'elle avait besoin du travail. Ils l'embauchèrent sans poser de questions. La main-d'œuvre bon marché était toujours la bienvenue. Les semaines suivantes furent une préparation militaire. Elle acheta un kit de prélèvement d'ADN en ligne, discret, petit. Il tiendrait dans la poche de son uniforme. Elle étudia comment manipuler les échantillons sans contamination. Elle regarda des vidéos sur YouTube sur la préservation du matériel génétique. Elle apprit qu'un seul cheveu avec son bulbe capillaire était suffisant. Elle transforma l'obsession en méthodologie. Elle entraîna mentalement des scénarios. S'il touchait un verre, elle mémoriserait lequel. S'il utilisait les toilettes, elle saurait comment y accéder après. S'il laissait la moindre trace cellulaire, elle serait prête à la capturer. La nuit de l'événement arriva. Uniforme noir et blanc, cheveux attachés, visage sans maquillage voyant. Elle devait être invisible. Et les riches avaient une capacité extraordinaire à ne pas voir ceux qui les servaient. La salle était exactement comme elle s'en souvenait. Lustres en cristal, table décorée de fleurs très chères, l'odeur de l'argent parfumant chaque recoin. Et il était là, plus vieux, peut-être plus fatigué, mais toujours avec cette confiance que seul l'argent achetait. Conversant, riant, se faisant photographier aux côtés de son épouse impeccable. Elle sentit son estomac se tordre. Pas de nervosité, de concentration. Elle observa, elle attendit. Elle suivit ses mouvements avec la précision d'un prédateur étudiant sa proie. Il toucha un verre de vin. But. Le laissa sur la table en saluant quelqu'un. Elle passa en ramassant la vaisselle sale. Elle prit le verre, enroula la serviette autour, le rangea dans un sac séparé. Premier élément collecté. Plus tard, il passa la main dans ses cheveux lors d'une conversation animée. Quelques cheveux restèrent sur le dossier de la chaise quand il se leva. Elle nettoya la zone quelques minutes plus tard. Elle collecta les cheveux avec une petite pince. Les plaça dans une enveloppe scellée. Deuxième élément collecté. Quand la nuit se termina et que les invités partirent satisfaits de leur propre générosité, elle sortit par la porte de derrière avec les échantillons protégés dans son sac. Ninguém notou. Ninguém nunca notava. Le lendemain, elle a envoyé le matériel au laboratoire. Elle a payé avec l'argent qu'elle avait économisé pendant des mois en vendant des objets et en faisant des petits boulots la nuit. 450 réais qui faisaient mal à dépenser, mais qui valaient chaque centime. Le délai était de 15 jours ouvrables. 15 jours qui se sont traînés comme 15 ans. Elle a continué sa routine. Elle s'occupait des jumelles. Elle travaillait. Elle nettoyait. Elle cuisinait. Mais à l'intérieur, une horloge comptait chaque seconde. Chaque heure qui la séparait de la confirmation qu'elle savait déjà au fond de son âme. Il était le père. Elle en était sûre. Mais la certitude émotionnelle ne valait rien au tribunal. Elle avait besoin d'une certitude scientifique. 10 jours, 12 jours, 14. Le matin du 15e jour, elle s'est réveillée avant les jumelles. Elle a vérifié son email compulsivement. Rien. Elle a vérifié à nouveau. Rien. À 11h23 du matin, la notification est arrivée. Résultats du test de paternité, disponibles au téléchargement. Elle a figé. Ses mains ont tremblé sur la souris. Son cœur battait si fort qu'elle a cru qu'elle réveillerait les filles qui dormaient dans la pièce d'à côté. Elle a cliqué. Elle a tapé le mot de passe. Le PDF s'est ouvert. Des pages de données techniques, des graphiques, des chiffres, une terminologie scientifique qu'elle avait appris à déchiffrer ces dernières semaines. Et puis, sur la 3e page, en lettres noires, sur fond blanc, probabilité de paternité, 99,9%. Le père présumé ne peut pas être exclu comme père biologique des jumelles. Elle a relu et relu. Et encore une fois, 99,9%. Ce n'était pas une supposition. Ce n'était pas une émotion. Ce n'était pas sa parole contre la sienne. C'était la science. C'était un fait. C'était des mathématiques pures, cristallisées dans un document officiel. Elle avait la preuve. Elle a imprimé 3 copies.
Elle a sauvegardé le fichier numérique à 4 endroits différents. Elle l'a enregistré sur le cloud. Elle se l'est envoyé par email. Ce papier était plus précieux que n'importe quel diamant exposé lors de ces maudites fêtes. Pendant des jours, elle a juste regardé le document. Elle l'a tenu dans ses mains. Elle a relu les chiffres. Elle a senti le poids de ces mots imprimés. Il avait sa vie, son entreprise, son mariage parfait, sa réputation immaculée, le respect de la société. Et elle avait ça, cette vérité incontestable, cette bombe de papier. La question n'était plus « est-il le père ?» C'était « qu'est-ce que je vais faire de cette information ?» Elle pouvait chercher un avocat, intenter une action en reconnaissance de paternité, le forcer judiciairement, garantir une pension, donner à ses filles le nom de famille qui leur revenait de droit. Mais une partie d'elle en voulait plus. Elle ne voulait pas seulement des jugements, elle voulait qu'ils ressentent ce qu'elle avait ressenti. L'humiliation, la solitude, le poids d'être invisible. Elle voulait que le monde qui l'applaudissait sache qui il était vraiment. Pendant des semaines, elle a réfléchi. Elle a planifié. Elle a considéré chaque mouvement comme une joueuse d'échecs étudiant l'échiquier. Et puis, un après-midi quelconque, alors qu'elle donnait le bain aux jumelles et entendait leur rire résonner dans la minuscule salle de bain, la décision s'est cristallisée. Elle reviendrait. Pas comme la jeune fille enceinte et désespérée. Pas comme l'employé invisible. Elle reviendrait avec la vérité en main. Avec la science de son côté. Avec la preuve qu'aucun avocat, aucune somme d'argent, aucune machine de relations publiques ne pourrait réfuter. Elle avait le document. Mais aurait-elle le courage? La réponse est venue quand elle a regardé ses filles. Cheveux mouillés, yeux brillants, des sourires qui ne savaient pas encore que le monde pouvait être cruel. Oui, elle l'aurait. Parce que ce n'était plus seulement à propos d'elle. C'était à propos d'elle. À propos de la vérité. À propos de la justice. Et à propos d'enseigner aux deux petites filles qu'aucun homme, aussi puissant soit-il, n'était au-dessus des conséquences. Le papier était rangé. Le plan était formé. Maintenant, ce n'était qu'une question de temps. 3 ans plus tard, Clara était arrêtée devant le miroir. La même femme, mais pas la même. Elle a ajusté son blazer noir. Simple, mais bien coupé. Pas de luxe, pas d'ostentation, juste de la présence. À côté d'elle, sur le canapé, 2 jumeaux de 3 ans jouaient avec des blocs de construction. Un garçon, une fille, ses yeux, son sourire. Impossible de nier. Maman va sortir un petit peu, a-t-elle dit, en embrassant leur front. La nounou a souri. Tout va bien se passer, Clara. Clara a pris son sac. À l'intérieur, une enveloppe, scellée, ADN. Une vérité scientifique que tout l'argent du monde ne pourrait acheter. Aujourd'hui, elle reviendrait. Pas comme employée, comme mère. L'événement caritatif de la Fondation Pierre Almeida occupait tout le salon noble de l'hôtel impérial. Les mêmes lustres, le même marbre, les mêmes gens. Clara est passée par la porte principale. « Excusez-moi, madame. » Le garde a bloqué. « Invitation, s'il vous plaît ?» Elle l'a regardé. Fermement. « Je n'ai pas besoin d'invitation. Je suis venu parler à Pierre Almeida. Monsieur Almeida ne reçoit pas sans rendez-vous. Il va me recevoir. » Le ton n'était pas agressif. C'était de la certitude. Le garde a hésité. Quelque chose dans son attitude. Ce n'était pas celle de quelqu'un qui pouvait être simplement renvoyé. « Je vais avoir besoin que vous attendiez ici pendant que... » Je n'attendrai pas. Clara est passée devant lui, directement à l'intérieur du salon. Les têtes se sont tournées. Non pas parce qu'elle était vêtue de manière extravagante, non pas parce qu'elle a crié, mais parce que elle n'appartenait pas à cet endroit. Et pourtant, elle marchait comme si elle y appartenait. Une confiance non achetée, conquise. Une femme en robe de soirée murmura à son amie. Qui est-elle? Aucune idée. Mais regarde comment elle marche. Clara traversa le salon. Ses yeux balayèrent les groupes, les coupes de champagne, les sourires polis. Et puis elle le vit. Pierre Almeida, au centre d'un cercle de cadres, souriant, gesticulant, maîtrisant la conversation comme il avait toujours tout maîtrisé. Elle marcha droit vers lui. Les cadres le remarquèrent en premier. Ils cessèrent de parler, la regardèrent. Pierre suivit leur regard. Il se retourna et se figea. 5 secondes, peut-être 6. Reconnaissance, confusion, malaise. Clara? Sa voix était incertaine, comme si ce n'était pas possible. Pierre, dit-elle, calme, ferme. Il esquissa un demi-sourire, forcé. Quelle surprise! Que fais-tu ici? Je suis venu te parler. Le cercle de cadres échangea des regards. L'un d'eux s'éclaircit la gorge. Pierre, si vous avez besoin d'un moment... Non, coupa Pierre, trop vite. Ce n'est pas nécessaire. Mademoiselle Clara ici est juste un peu confuse quant aux protocoles sociaux. Il tenta de rire. Personne ne rit avec lui. Clara fit un pas en avant. Je ne suis pas confuse. Je suis ici parce que tu es le père de mes enfants. Silence, total, absolu. Les conversations autour s'arrêtèrent.
Les coupes restèrent suspendues en l'air. Pierre cligna des yeux. Une fois, deux fois. Quoi? Tu m'as entendu? Il rit. Mais le rire sonna faux, nerveux. Écoute, je ne sais pas quel genre d'arnaque tu tentes, mais ce n'est pas une arnaque. Ce sont des jumeaux. Un garçon et une fille. 3 ans. La couleur quitta son visage. Tu es folle. Je n'ai jamais. Nous n'avons jamais... Jamais quoi, Pierre? Jamais couché ensemble dans ta suite après cette fête? Jamais tu ne m'as renvoyé quand tu as découvert que j'étais enceinte? Les murmures commencèrent, bas, mais croissants. Pierre regarda autour de lui. Il réalisa qu'ils étaient observés. Clara, c'est ridicule. Tu es en train de faire une scène. Tu as fait une scène il y a 3 ans, quand tu m'as traité de profiteuse, de menteuse, d'escroc. Sa voix ne monta pas. Ce n'était pas nécessaire. Un homme dans le groupe d'à côté se tourna complètement pour regarder. Une femme murmura « Mon Dieu, est-ce que ce serait vrai ?» Henrik fit un pas en avant, plus près d'elle. La voix basse mais dure. « Tu n'as aucune preuve. » Clara soutint son regard. « J'en ai !» Plus de gens s'approchèrent. Un cercle se formait, discret mais présent. Pierre le remarqua, et cela le rendit encore plus nerveux. « Écoute, » il tenta un ton conciliant. « Si tu as besoin d'argent, je peux. Je ne suis pas venu ici pour l'argent. » Alors pourquoi? Vengeance? Attention. Je suis venu parce que mes enfants méritent de savoir qui est leur père. Tes enfants, pas les miens. Clara sentit la colère monter, mais ne la laissa pas transparaître. L'ADN ne ment pas, Pierre. Il renifla. L'ADN? Tu as fait un test ADN? Oui. Avec quoi? De la salive volée? Des cheveux que tu as gardés il y a 3 ans? Ça ne vaut rien légalement. Ça vaut quand c'est fait dans un laboratoire certifié, avec un échantillon prélevé légalement. Pierre fronça les sourcils. Je n'ai jamais donné d'échantillon. Tu n'avais pas besoin d'en donner. Il existe des moyens. Il n'en existait pas. Mais le doute était semé. Il hésita, juste une seconde. Mais il hésita, et Clara le vit. Une voix surgit du cercle qui s'était formé. Pierre, est-ce que c'est vrai? C'était Robert Mendes, associé de son entreprise. Henrik se tourna, irrité. Bien sûr que non. Elle invente. Alors pourquoi est-elle ici? Pourquoi risquer un procès pour diffamation si ce n'était pas vrai? Clara n'attendait pas de soutien. Mais elle en reçut. Une autre voix, féminine, de la gauche. Je me souviens d'elle. Elle travaillait aux fêtes de votre famille, n'est-ce pas? Henrik serra les dents. Elle a travaillé. Pendant quelques mois. Rien de plus. Ah, c'est drôle, continua la femme, parce que je me souviens de vous avoir vu lui parler à l'une de ses fêtes. Vous aviez l'air très... intéressé. Le visage d'Henrik devint rouge. C'est ridicule. Vous allez la croire, elle? Une complète inconnue? Je ne suis pas une inconnue, dit Clara, la voix toujours calme. J'ai servi à boire à la moitié des gens ici. J'ai nettoyé les assiettes que vous avez salies. J'étais invisible. Mais j'étais là. Silence, lourd, quelqu'un toussa. Pierre la pointa du doigt. Tu es en train de ruiner ma réputation à cause d'un mensonge. Alors fais un test ADN avec moi. Maintenant, prouve que je mens. Il s'arrêta, bouche ouverte, sans réponse. Clara fit un pas de plus. Tu sais que ce sont tes enfants, Pierre. Tu l'as toujours su. C'est pour ça que tu m'as renvoyé. C'est pour ça que tu n'as jamais voulu écouter. Parce que si tu avais écouté, tu aurais dû admettre. Je n'admets rien du tout. Tu n'as pas besoin d'admettre. La science le fait pour toi. Elle ouvrit son sac, en sortit l'enveloppe, blanche, scellée, le logo du laboratoire imprimé dans le coin. Les gens autour tendirent le cou. Pierre regarda l'enveloppe. Et pour la première fois, il eut peur. Qu'est-ce que c'est? Le résultat du test de paternité. Impossible. Je n'ai jamais... Il y a des moyens, Pierre. Quand on veut la vérité, on trouve un chemin. Elle tint l'enveloppe en l'air. Tous les yeux rivaient dessus. À l'intérieur de cette enveloppe se trouve la preuve scientifique que tu es le père de 2 enfants. 2 enfants que tu as niés, rejetés, fait comme s'ils n'existaient pas. Pierre recula d'un pas. C'est un coup monté. Tu as falsifié, laboratoire certifié. Tu peux vérifier. Le code du test est ici. N'importe qui peut en vérifier l'authenticité. Robert Mendes s'approcha. Je peux voir? Clara lui tendit l'enveloppe. Pierre s'avança. Non, tu n'as pas le droit. J'ai tous les droits, coupa Clara. Ce sont mes enfants. Et si tu continues à nier, je te poursuivrai en justice pour reconnaissance de paternité. Et là, ce ne sera pas dans une salle de fête. Ce sera devant un tribunal. Avec un juge. Avec la presse. Avec tout. Le silence était assourdissant. Robert regarda l'enveloppe. Regarda Pierre. C'est vrai, Pierre? Pierre ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Clara se tourna vers le cercle de personnes. Il y a 3 ans, j'ai été humiliée ici. Traitée de menteuse. Expulsée. Traitée comme des ordures. Elle prit une profonde inspiration. Aujourd'hui, je reviens. Non par vengeance. Non pour l'argent. Mais parce que mes enfants méritent un père. Même si ce père est un lâche. Pierre serra les poings.
Tu ne peux pas me faire ça. Tu me l'as fait. Je ne fais que révéler la vérité. Elle reprit l'enveloppe, la leva. À l'intérieur de ce papier se trouve la vérité. Scientifiquement prouvée, irréfutable. Et puis, elle regarda directement Pierre. Tu peux nier autant que tu veux. Mais l'ADN ne ment pas. Elle commença à ouvrir l'enveloppe, lentement, le sceau se brisant. Henrique observait, pâle, tous observaient. Et Clara pensa, maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. Elle sortit le papier de l'intérieur, le déplia. Et ce qui y était écrit allait tout changer. Le temps semble se figer. Isabelle tient l'enveloppe comme si c'était la chose la plus précieuse au monde, parce que, d'une certaine manière, ça l'est. Tous les regards dans la pièce sont fixés sur elle, attendant, retenant leur souffle. Pierre reste pâle, son arrogance disparaissant comme la brume au soleil du matin. « Vous voulez savoir ce que j'ai ici ?» La voix de Isabelle est ferme maintenant, chaque mot chargé d'années de silence et de douleur transformée en force. C'est la vérité. La vérité que vous avez essayé d'enterrer, que vous avez essayé de cacher derrière l'argent et le pouvoir. Elle ouvre l'enveloppe avec des mains étonnamment calmes. Le son du papier qui se déchire résonne dans la pièce silencieuse comme un lointain coup de tonnerre. De l'intérieur, elle retire un document officiel, avec des timbres et des sceaux que même les invités les plus éloignés peuvent reconnaître comme authentiques. « Laboratoire Gene Trust », commence-t-elle à lire, sa voix claire coupant le silence comme une lame affûtée. « Test de paternité. Échantillon paternel, Pierre Beaumont. Échantillon maternel, Émilie et Thomas Beaumont. » Son nom, prononcé à voix haute avec les noms des jumeaux, crée une vague de choc visible dans la foule. Isabelle fait une pause, non par hésitation, mais pour un effet dramatique. Elle a appris de lui, après tout, le pouvoir du timing. Probabilité de paternité. Elle lève les yeux du document, rencontrant directement le regard de Pierre. À ce moment-là, c'est lui qui ne peut pas détourner le regard. 99.9%. Les mots planent dans l'air comme une sentence finale. 99,9%. Il n'y a pas de place pour le doute. Il n'y a pas de place pour le déni. La science, froide et implacable, a prononcé son verdict. Pierre recule comme s'il avait reçu un coup physique. « C'est impossible », balbutie-t-il, mais sa voix a perdu toute autorité. « Vous ne pouvez pas. Je n'ai jamais. » « Vous n'avez jamais quoi ?» Isabelle fait un pas vers lui. « Jamais couché avec moi ? Jamais murmuré des promesses dans le noir, disant que j'étais spéciale, différente ? Jamais fait croire que peut-être, juste peut-être, j'avais de l'importance pour vous ?» Des larmes coulent librement sur son visage maintenant. Mais ce ne sont pas des larmes de honte ou de défaite. Ce sont des larmes de libération, de vérité enfin exprimée après tant de temps gardée dans le cœur. « J'étais enceinte de 3 mois quand vous m'avez renvoyée, » poursuit-elle. Et chaque mot est une révélation qui reconfigure l'histoire que tous pensaient me connaître. 3 mois portant vos enfants, non pas 1, mais 2. Et vous m'avez jeté à la rue comme si j'étais une ordure. Sans explication, sans chance de défense. Juste vos mots froids. Vos services ne sont plus nécessaires. Camille, la mère de Pierre, est visiblement bouleversée. Sa main vole pour couvrir sa bouche, ses yeux écarquillés alternant entre son fils et Isabelle. « Pierre, murmure-t-elle, la voix tremblante, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as pas. » Mais il n'y parvient pas, car tous les occupants de la pièce peuvent lire la vérité sur son visage. Le choc a fait place à la reconnaissance. Et la reconnaissance se transforme lentement en quelque chose qui ressemble dangereusement à de l'horreur. Non pas de ce que Isabelle a fait, mais de ce qu'il a lui-même fait. Je voulais le dire. Isabelle se tourne vers Camille, incluant toute la pièce dans ses paroles. Je suis venue à cette maison 3 fois. 3 fois j'ai essayé de lui parler, de lui dire que j'attendais ses enfants. Mais je n'ai jamais dépassé la porte. Ses gardes avaient des ordres de me tenir à l'écart. Valérie, qui quelques minutes auparavant se tenait aux côtés de Pierre avec sa malice et son jugement, s'éloigne de lui comme s'il était soudainement radioactif. D'autres invités commencent à chuchoter entre eux, les conversations passant de choquées à clairement solidaires envers Isabelle. « Montrez-moi ce document. » La voix de Camille transperce le murmure. Elle est debout maintenant, marchant vers Isabelle d'un pas déterminé. Mais il n'y a aucune menace dans ses yeux. Il y a quelque chose de plus complexe. Un mélange d'horreur, de tristesse et peut-être, juste peut-être, un désir de faire ce qui est juste. Isabelle lui tend le document sans hésiter. Camille l'étudie attentivement, ses yeux parcourant chaque ligne, chaque chiffre, chaque sceau officiel. Quand elle lève enfin les yeux, il y a des larmes dans les siens. « C'est réel », déclare-t-elle, sa voix chargée de l'autorité qui vient de décennies passées à construire un empire aux côtés de son mari. Le laboratoire Gene Trust est l'institution la plus respectée du pays en matière de tests génétiques. Ces signatures, ces sceaux, cela ne peut pas être falsifié. Elle se tourne vers son fils, et pour la première fois de la soirée, Isabelle voit Pierre vraiment petit. Pas physiquement, mais d'une manière essentielle. Toute sa posture, toute son arrogance soigneusement construite.
s'effondre sous le regard déçu de sa mère. « Comment as-tu pu » murmure Camille, mais dans l'acoustique parfaite de la pièce, tout le monde entend. « Comment as-tu pu faire ça? Tourner le dos à tes propres enfants? »« Je ne savais pas !» La défense de Pierre explose de lui comme un réflexe désespéré. « Elle ne m'a jamais dit. Comment aurais-je pu savoir si elle n'a jamais... » « Elle a essayé. » Camille coupe, sa voix aussi tranchante que du verre brisé. « Tu as entendu ce qu'elle a dit. Elle a essayé 3 fois. Et toi, tu l'as tenue à distance. Tu as construit des murs. Tu as mis des gardes. » Le silence qui suit est différent des précédents. C'est un silence de jugement, et pour la première fois de sa vie, Pierre est du côté de celui qui reçoit. Isabelle observe tout cela avec un calme qui la surprend elle-même. Elle avait imaginé ce moment tant de fois, fantasmé sur la vengeance, sur le fait de le voir souffrir comme elle avait souffert. Mais maintenant qu'elle est là, elle ne ressent aucun triomphe cruel. Elle ressent juste du soulagement. La vérité est enfin libérée, et c'est suffisant. « Je ne suis pas venue ici pour te détruire », dit-elle calmement, et tous se tournent pour écouter. « Je suis venue parce que mes enfants méritent de savoir qui est leur père. Parce qu'ils méritent d'avoir la chance d'être reconnus, de ne pas grandir dans l'ombre d'un mensonge. » Elle prend une profonde inspiration, rassemblant son courage pour les mots suivants. Émilie demande pourquoi nous n'avons pas de photos avec papa comme les autres enfants à l'école. Thomas a inventé une histoire élaborée sur le fait que tu es un super-héros secret en mission. Ce sont des enfants, Pierre. Des enfants innocents qui n'ont pas demandé à naître dans cette situation compliquée. Pour la première fois, quelque chose de genuin traverse le visage de Pierre. Ce n'est pas exactement du remords, pas encore, mais peut-être le début d'une réelle compréhension de ce que ses actions ont causé, ou plutôt, de ce que son inaction a causé. Ils ont... Sa voix se brise. Ils ont 4 ans? Ils viennent d'avoir 5 ans, répond doucement Isabelle. En décembre, au milieu de la tempête de neige, j'étais seule à l'hôpital parce que je n'avais personne à appeler. J'ai travaillé jusqu'au dernier jour avant l'accouchement parce que j'avais besoin de chaque centime. Et quand ils sont nés, quand je les ai vus pour la première fois, tu sais ce que j'ai pensé? Elle n'attend pas de réponse. J'ai pensé que tu étais en train de rater la plus belle chose du monde. J'ai pensé que, si tu savais, si tu comprenais vraiment ce que tu rejetais, peut-être changerais-tu d'avis. Je veux les rencontrer. Les mots sortent de Pierre presque comme un murmure, mais ils portent le poids d'une montagne qui se déplace. Isabelle étudie son visage, cherchant des signes de manipulation, de théâtre pour l'audience. Mais elle ne voit que de la confusion, du choc, et peut-être, juste peut-être, le début de quelque chose qui pourrait devenir de la responsabilité. « Ça ne marche pas comme ça », répond-elle fermement. « Tu n'entres pas dans leur vie simplement parce que c'est maintenant pratique. Tu n'apparais pas comme un père de conte de fées et tu n'attends pas qu'ils t'acceptent à bras ouverts. Alors, comment ça marche? » Pour la première fois, il y a une question genuine dans sa voix, pas une exigence. « Lentement », dit Isabelle, avec respect, avec constance, et surtout, avec responsabilité. Ils ont besoin de soutien, pas seulement financier, mais émotionnel. Ils ont besoin de quelqu'un qui se présente, qui tienne ses promesses, qui soit présent. Camille s'approche à nouveau, posant une main douce sur le bras de Isabelle. « Et ils l'auront », dit-elle avec une autorité inébranlable. « Tu as ma parole. Mes petits-enfants, car c'est ce qu'ils sont, mes petits-enfants, ne connaîtront plus jamais de difficultés. Ils ne se sentiront plus jamais indésirables. » Elle se tourne vers Pierre avec un regard qui n'admet aucune discussion. « Tu vas faire ça correctement. Tu vas prendre tes responsabilités. Et tu vas apprendre à être la moitié de l'homme que tes enfants méritent, ou que Dieu m'aide, je vais. » Elle ne termine pas sa menace, mais elle n'en a pas besoin. Pierre hoche la tête, muet. Tout son empire bâti sur la confiance et l'autorité réduit à un homme confronté aux conséquences de ses choix. Les mois suivants apportent des changements que Isabelle n'aurait jamais pu prévoir. Il y a des réunions avec des avocats, des accords de garde soigneusement élaborés, un soutien financier établi qui garantit qu'Émilie et Thomas ne connaîtront plus jamais le besoin. Mais plus important que tout cela, ce sont les premières rencontres soigneusement supervisées. Pierre est maladroit au début, clairement mal à l'aise sur le territoire inconnu de la paternité authentique. Mais Émilie, avec sa nature ouverte et aimante, brise ses défenses. Et Thomas, avec ses questions interminables et sa curiosité insatiable pour tout, force Pierre à être vraiment présent, non seulement physiquement, mais émotionnellement. Camille devient une grand-mère féroce et protectrice, le genre qui arrive sans prévenir avec des cadeaux, mais aussi avec des conseils sages et un soutien sincère. Elle et Isabelle développent un respect mutuel, pas encore une amitié, mais quelque chose construit sur une base solide d'amour partagé pour 2 enfants extraordinaires. Isabelle ne retourne pas travailler comme employée de maison. Avec le soutien établi, elle s'inscrit enfin à l'école d'infirmière dont elle a toujours rêvé. Elle étudie le soir après que les jumeaux dorment, déterminée à construire un avenir basé sur ses propres mérites, et non seulement sur le soutien de Pierre,
car c'est la vérité qu'elle a découverte cette nuit dramatique au manoir. Sa dignité n'a jamais dépendu de la reconnaissance de Pierre. Elle ne dépendait pas d'un test ADN, de tribunaux ou d'argent. Elle était toujours là, en elle, attendant qu'elle soit assez courageuse pour la revendiquer. Les jumeaux grandissent en connaissant leur histoire. Pas tous les détails douloureux, pas encore, mais l'essence. Qu'ils ont été élevés avec un amour immense, que leur mère a mené des batailles pour les protéger, qu'ils ont un père qui apprend, un jour à la fois, à être présent, que la famille peut prendre de nombreuses formes, et que la vérité et le courage sont les fondations les plus solides sur lesquelles construire une vie. Et Isabelle, debout dans le petit appartement qu'elle peut maintenant appeler son foyer permanent, avec des diplômes durement gagnés accrochés au mur et des photos de 2 sourires identiques décorant chaque surface, comprend enfin, elle n'avait pas besoin de leur validation pour être complète. Elle a toujours été complète. Elle avait juste besoin d'avoir le courage de le croire. Le chemin de l'invisibilité à l'incontestabilité n'était pas de faire en sorte que les autres la voient. C'était de se voir enfin elle-même, dans toute sa force, toute sa résilience, toute sa dignité inébranlable. Et c'est une histoire qui mérite d'être racontée. Non pas comme un conte de vengeance, mais comme un témoignage du pouvoir de la vérité et de la force inébranlable d'une mère protégeant ses enfants. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, si elle a résonné avec votre propre cheminement pour trouver votre voie au milieu du silence, partagez-la. Car quelque part, quelqu'un a besoin d'entendre que c'est possible, que vous pouvez affronter les géants, que vous pouvez revendiquer votre vérité, et que vous pouvez en ressortir non seulement entière, mais plus forte que vous ne l'auriez jamais imaginé.